Bonsoir à tous. ITEC a le plaisir de recevoir ce soir Elisabeth Moreno. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Elisabeth Moreno, vous êtes d'origine capverdienne. Vous nous rendez visite en qualité de directrice générale et vice-présidente de HP Afrique. HP, la multinationale américaine, j'ai envie de dire l'empire américain, vieillit de 80 ans aujourd'hui. La marque a été lancée un certain 1er janvier, si je me trompe, 1939. Ça fait plusieurs dizaines d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure. Né aux îles du Cap-Vert, vous gagnez la France avec la famille en 1976. Un bac littéraire, une maîtrise en droit, un passage à l'École nationale de la magistrature pour devenir juge consulaire. Vous allez nous dire ce que ça veut dire un peu plus tard, en 2015. Mais c'est dans le monde de la tech que l'on vous connaît le plus. En 1998, vous rejoignez France Télécom, on dit aujourd'hui Orange. En 2012, Elisabeth Moreno, vous tapez aux portes de l'Enevo, le chinois, pour un poste de directrice régionale pour les grands comptes internationaux, pour le compte donc de la région Europe du Sud, avant d'être promue directrice exécutive au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2017, vous devenez la PDG de la filiale française de l'Enevo. Vous siégez en plus de vos fonctions au sein de HP Afrique, eh bien vous siégez au comité stratégique de l'Agence française de développement. Elisabeth Moreno, une première question, une provocation en même temps. Qu'est-ce que vous avez à prouver après toutes ces années ? Je ne pense pas que j'ai quelque chose à prouver. Je pense simplement, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis née aux îles du Cap-Vert. C'est un archipel qui est absolument magnifique, mais qui est pauvre. Je suis née dans une famille honorable, mais avec peu de moyens. Et d'où l'exil, pour l'appeler comme ça, en 1976. Alors, ça n'est pas... Ou il y avait d'autres raisons? Il y avait d'autres raisons. En fait, ce qui nous a amenés en Europe, c'est un accident domestique très grave et on a dû partir parce qu'on ne pouvait pas se soigner en Afrique à l'époque. Donc, ce sont des raisons de santé. Et c'est vous, c'est la famille? On est partis, eh bien, on était mes parents avec 3 enfants à l'époque. Moi, je suis l'aînée et ils ont pris leurs 3 enfants et ils sont partis. On est d'abord allé au Portugal parce que le Cap-Vert est une ancienne colonie portugaise. Tout à fait, oui. Et ensuite, du Portugal, nous sommes allés en France et c'est là-bas que j'ai passé les 40 dernières années de ma vie, ou même plus, parce que ça fait plus de 40 ans maintenant. Mais ça m'a donné, si vous voulez, ce parcours de vie m'a montré qu'on pouvait ne pas choisir l'endroit où on est, l'endroit où on grandit. On ne peut pas choisir l'histoire de sa famille, mais on peut choisir le genre de vie d'adulte qu'on souhaite avoir. Et j'ai vu mes parents faire énormément de sacrifices dans cette immigration. Tous les Africains du monde, même ceux qui n'ont pas quitté le continent, savent combien l'immigration est quelque chose de douloureux. Oui. Tout le monde sait que l'immigration choisie en Afrique est très très faible. Donc c'est souvent de l'immigration pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, pour des raisons d'éducation. Personne au monde ne quitte sa famille et ses amis volontairement pour partir dans un endroit où on ne veut pas toujours de vous. Il ne faut pas oublier que l'immigration, c'est aussi ça. Et moi, j'ai eu la chance, d'étudier, d'être accompagnée, 3, d'avoir accès à des choses auxquelles je n'étais pas prédestinée. Comme quoi? Eh bien, pouvoir faire des études comme je les ai faites. Si j'étais restée au Cap-Vert, peut-être que je n'en aurais pas eu la possibilité. Pouvoir travailler pour des multinationales, peut-être que je n'en aurais pas eu la possibilité. Choisir de devenir avocat, je n'en aurais peut-être pas eu la possibilité. Fonction que vous exercez à vos heures, j'imagine, non? Alors aujourd'hui, donc vous l'avez dit, hein, j'ai décidé, après plus de 20 ans de carrière, de revenir à mes premières amours, que sont la justice, parce que justement aussi peut-être du fait de mon histoire, j'ai été confrontée à beaucoup d'injustices et je voulais étudier le droit pour pouvoir aider les gens qui n'avaient pas la possibilité de se défendre eux-mêmes. Et vous le faites? Et je le fais parce que... c'est le moins connu de vous donc?
Peut-être que c'est la partie la moins connue. Les gens savent en général que je suis très impliquée dans la vie associative parce que j'ai quitté le Cap-Vert, mais le Cap-Vert ne m'a jamais quitté. Je l'ai quitté physiquement, géographiquement, oui, mais je ne l'ai jamais quitté dans mon cœur. Donc, moi, je suis capverdienne et française. Cette double culture, pour moi, est une véritable richesse et j'essaye de la porter le plus loin que je peux. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans les activités associatives et quand vous êtes dans les associations, vous aidez beaucoup. J'aide les jeunes, je mentore, je coach des jeunes pour qu'ils aient la possibilité d'avoir accès à des choses auxquelles moi j'ai eu accès. Un jour, on m'a tendu la main, donc j'essaye de tendre la main à mon tour. Un message justement à tous ces jeunes qui veulent faire le chemin inverse. Autrement dit, au moment où vous revenez en Afrique, vous allez vous installer prochainement en Afrique du Sud, selon mes informations. Quel est le message que vous lancez à ces jeunes qui font le chemin inverse? Autrement dit, au moment où vous vous préparez à revenir en Afrique, vous installer en Afrique, il y a d'autres gens qui prennent le chemin inverse vers l'Europe, souvent au risque, on le sait malheureusement que trop, au péril de leur vie. J'ai envie de leur dire que je les comprends. Je les comprends parce qu'on ne peut pas reprocher à un être humain de chercher un meilleur avenir. Donc je les comprends. Mais j'ai aussi envie de leur dire que cette histoire d'immigration, ça n'est peut-être pas la meilleure chose pour eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des compatriotes qui prennent des bateaux de misère, qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, parfois des familles entières, avec une chance sur deux d'arriver à bon port. Et souvent, quand ils arrivent à bon port, on les renvoie d'où ils sont partis. Qu'est-ce que c'est douloureux? Qu'est-ce que c'est douloureux? Moi, j'ai la chance de travailler avec tous les continents. Je travaille avec le monde entier. Les pays dits développés sont des pays qui font rêver. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît un immigré qui est parti et qui revient et qui brille de partout. Tout à fait. Il a de l'or, il a de l'argent, il a construit sa maison, il a acheté sa voiture. Est-ce qu'on peut reprocher à notre jeunesse de vouloir la même chose? Non. Mais ce que je peux leur dire, c'est que compte tenu de l'intérêt que le monde entier a pour l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique est le continent où tous les pays développés, que ce soit les Amériques, que ce soit les Européens, que ce soit les Russes, que ce soit les Asiatiques, cherchent massivement à gagner de l'influence sur le continent. Oui, mais c'est ce qui est contradictoire en même temps, parce que pendant que tout le monde veut venir en Afrique, nous, la plupart de nos jeunes veulent quitter. Ils veulent quitter parce que je pense que les richesses en Afrique sont mal réparties. Parce que je pense que ce continent a toutes les richesses dont il a besoin pour subvenir aux besoins de tous ses enfants. Nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons des diamants, nous avons des richesses naturelles, des richesses minérales, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons tout sur le continent. La difficulté, je pense, c'est que nous n'en profitons pas. Ou alors, ces richesses profitent à une infime partie, que nous n'avons pas su exploiter les richesses de notre continent, nous n'avons pas su développer une industrie qui crée des emplois et qui donne la possibilité à tout le monde de profiter des richesses du continent. Et je pense qu'il est temps que nos gouvernants se tournent vers les besoins de notre peuple, de notre population, pour que ces jeunes n'aient plus envie d'aller chercher ailleurs ce qu'ils peuvent trouver sur le continent. Est-ce qu'on ne les sent pas trop silencieux, nos gouvernants, nos autorités africaines, sur la problématique de l'immigration? On sait que l'actualité ces jours-ci, c'est l'Europe qui se revoit pour une répartition des flux de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, en Méditerranée. Écoutez, moi je vois de plus en plus de gouvernants africains qui tapent du poing sur la table et qui disent qu'ils sont capables de gouverner leur pays sans l'aide d'ailleurs. Je vois de plus en plus de gouvernants africains qui disent qu'ils ne demandent pas la charité, qui souhaitent juste être respectés. Je vois des accords qui sont contestés parce qu'ils concernent l'Afrique, mais les Africains ne sont pas autour de la table. Donc je vois des leaders africains qui sont de plus en plus respectés au niveau mondial, pas parce qu'ils sont connus pour la corruption, mais parce qu'ils sont en train de sortir leur pays de la misère. Est-ce que et je pense que les choses sont en train de changer. Eh bien, plus ils seront nombreux,
plus ils seront entendus. Parce qu'ils ne le sont pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le leadership, c'est important, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les pays. Lorsque vous avez des leaders qui pensent à leur pays, qui ont une vision, qui travaillent sur l'innovation, qui travaillent sur l'éducation, le pays, bizarrement, se développe. Bizarrement, il y a moins de gens, de jeunes ou de moins jeunes qui veulent le quitter. Bizarrement, il y a de plus en plus de gens de l'extérieur qui veulent travailler avec eux et dans l'intérêt de leur pays. Je crois que c'est Senghor qui disait qu'il faut que le donner et le recevoir se donnent rendez-vous. Je pense que l'Afrique... Le rendez-vous du donner et du recevoir. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense que l'Afrique a beaucoup donné, mais que peut-être nous n'avons pas reçu à la hauteur de ce que nous avons donné. Et peut-être que les choses maintenant sont en train de changer et j'ai beaucoup d'espoir pour notre avenir. Oui, l'heure de l'Afrique, on y est et on revient en même temps en Afrique avec HP Afrique. Aujourd'hui, c'est quoi les chiffres, Elisabeth Moreno, les chiffres clés peut-être qu'il faudrait connaître si on veut vraiment comprendre la force de HP en Afrique, au Sénégal? Écoutez, moi, je suis impressionnée par la force d'HP. Pas la force d'HP, je suis impressionnée par l'intérêt ou le plaisir que les gens ont à utiliser le matériel HP. Un engouement? Un engouement. Notre marque en Afrique rayonne. Et je pense que la raison pour laquelle notre marque rayonne, c'est parce que je vais revenir au rendez-vous du donner et du recevoir de Senghor. Parce que, vous le savez, nous commercialisons des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des imprimantes. Aujourd'hui, un ordinateur sur deux qui est utilisé sur le continent est un ordinateur HP. Une imprimante sur deux qui est utilisée sur le continent est une imprimante HP. On a 50% de part de marché sur le continent en imprimante et on a 39% de part de marché sur les ordinateurs. Et au Sénégal? Et au Sénégal, alors c'est un bon sujet que j'aimerais explorer davantage. Oui. Avoir des données précises de chaque pays en Afrique, c'est un véritable casse-tête. Et pourquoi? Parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude de partager. Vous savez, il y a beaucoup de business qui se fait en Afrique qui est totalement informel. Quand j'étais présidente de Lenovo en France, je savais exactement ce que je vendais, à qui je le vendais, comment je le vendais. En Afrique, quand je sais 50%, il faut que je puisse m'estimer heureuse. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au Sénégal, allez, nous devons au moins avoir 50% de part de marché, puisque nous servons tous les étudiants. Le Sénégal a cette intelligence d'avoir embrassé très rapidement les universités virtuelles, parce qu'on sait aujourd'hui que, compte tenu du nombre de jeunes qu'il y a, on ne sait pas construire des classes pour tous ces jeunes. Et je pense que le président Macky Sall a eu l'intelligence de s'intéresser aux universités virtuelles. Vous suivez notre actualité? Mais évidemment. Comment voulez-vous que je sois une bonne patronne de l'Afrique si je ne sais pas ce qui se passe en Afrique? Et c'est pour ça que j'ai des équipes qui m'aident à savoir ce qui est important. Et puis, la force d'une équipe dans une entreprise est importante. J'ai des équipes qui s'occupent de l'Afrique de l'Ouest, j'ai des équipes qui s'occupent de l'Afrique centrale, j'ai des équipes qui s'occupent de l'Afrique du Nord. Et heureusement que c'est ensemble que nous réussissons. Et comment est-ce que d'ailleurs les remontées d'informations se font pour une directrice générale, pour une vice-présidente de HP? Ça se fait comment? Eh bien, nous travaillons énormément avec des partenaires locaux. Au Sénégal, par exemple, notre premier partenaire, c'est Computerland, M. Abdoulaye Thiam, qui nous a aidés à déployer le projet Sama PC, un ordinateur, un étudiant. Recevoir dans e-tech. Ah, merveilleux. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et aujourd'hui, c'est lui qui déploie le plus de matériel HP au Sénégal. Nous avons la société Oumou aussi, Oumou Informatique, qui distribue notre matériel localement. Fatou Seck, donc, la DG, pardon. Eh bien, voilà, vous êtes parfaitement... le PDG. Absolument, vous les connaissez très bien. Et donc, nous fions à nos partenaires locaux, d'abord parce que nous sommes une entreprise internationale, donc nous avons une stratégie internationale, mais au plus proche nous sommes de nos clients,
au mieux nous les servons. Et qui mieux que nos partenaires locaux dans tous les pays savent ce dont les Sénégalais, les Ivoiriens ou les Rwandais ont besoin. Et des partenaires sénégalais de surcroît. Comment vous dire qu'en tant qu'Africaine, ou même, ça me paraît logique, même quand j'étais en Europe, moi j'aime travailler avec les gens du pays. Vous savez, l'aspect culturel dans le business est très important. Donc moi, je m'appuie toujours sur le local. Oui, sauf qu'en même temps, il y a la montée des marques de Apple et de ses produits. Ça ne vous inquiète pas? Sinon, je pose la question autrement. Vous préparez comment pour déployer l'offensive, la réponse HP à tout ça? Moi, vous soyez tous américains, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous américains. Moi, je crois que quand la concurrence est saine, elle est bénéfique. Et elle est? Selon vous? Vous hésitez? Parfois oui, parfois non. Expliquez-vous. Ça demande des explications. Vous savez, on est sur le marché informatique est un marché excessivement concurrentiel. Et il m'est arrivé très souvent dans certains pays de voir des personnes vendre du matériel HP qui n'était pas du matériel HP. J'ai vu des gens contrefaçon. Nous devons nous battre en permanence contre les fakes. Nous devons en permanence informer nos clients sur les cartouches d'encre. On va se dire, je vais acheter cette cartouche d'encre 10% moins chère. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a un impact sur la santé. Donc, quand je parle de la concurrence malsaine, c'est cette concurrence qui va vouloir baisser les prix parce que l'argent, c'est quelque chose d'important, mais sans tenir compte des problématiques qu'il peut y avoir derrière. Et donc, non, la concurrence n'est pas toujours saine, mais quand elle est saine, encore une fois, elle est bénéfique parce que vous et moi, nous sommes des consommateurs. D'abord, nous aimons avoir le choix sur les produits que nous achetons. Ensuite, la concurrence nous oblige à nous surpasser en permanence et à innover en permanence pour offrir les meilleurs services et les meilleurs produits à nos clients. Et croyez-moi, il y a encore énormément de choses qu'HP sait faire que nos concurrents ne savent pas faire, et réciproquement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont nos forces et c'est la confiance de nos clients. Oui, est-ce que vous avez des chiffres pour nous sur la contrefaçon, le préjudice? Le préjudice financier? Oui. Non, je ne peux pas vous le dire parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Il est très important. Il est très important. Mais à la limite, ce qui m'intéresse plus que les chiffres, c'est les dangers que ça sous-entend. C'est de savoir que en vendant des cartouches HP, mais qui n'ont pas de l'encre HP, nous, on a des normes environnementales, on a des normes en termes de santé qui sont extrêmement rigoureuses. Quand vous achetez des produits qui ne sont pas nos produits, c'est extrêmement dangereux, surtout quand ils ont notre tag. Donc moi, c'est davantage ça qui me préoccupe et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de campagnes de contrefaçon pour informer la population et leur demander d'être vigilants. Vous travaillez, Elisabeth Moreno, pour un Américain, HP. On parle beaucoup de la taxation des GAFA. On a vu un peu la colère du numéro 1 américain, Donald Trump, qui a même demandé, vous avez sûrement dû suivre cette actualité en même temps que nous, qui a demandé une enquête sur la taxation française des GAFA. Il se trouve qu'en Afrique, le débat commence à émerger, une taxation des GAFA par l'Afrique. Est-ce que ça peut marcher? Je me garderai bien de commenter la politique parce que ça n'est pas mon domaine d'expertise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble important, et je vais souvent revenir là-dessus, il me semble important, quand vous travaillez dans un pays et que vous gagnez de l'argent, il me semble important de le reverser. C'est une justice, si elle n'est pas morale, elle doit être au moins économique parce que, vous le disiez tout à l'heure, l'Afrique a beaucoup de richesses, mais est-ce que nous avons véritablement profité de nos richesses? Vous savez, c'est un peu comme ce all-inclusive, on voit beaucoup de programmes comme ça, ou all-inclusive, et moi je le vois dans mon propre pays, où finalement, le Cap-Vert, où finalement on a beaucoup de sociétés étrangères qui viennent s'installer, qui donc tirent un profit de leurs activités commerciales dans le pays, mais ça ne bénéficie pas forcément aux populations locales. Par rapport aux GAFA, l'Afrique devrait faire quoi exactement, concrètement? Je pense que ce soit les GAFA ou autre chose, l'Afrique doit défendre ses intérêts et faire en sorte que les
les entreprises qui travaillent sur son territoire puissent contribuer à son développement au-delà des aspects purement économiques. Mais pour cela, faudrait-il qu'on ait une unité. Or, ça semble faire défaut. On ne voit pas un consensus, par exemple, général qui se dégage de la position, si elle existait bien sûr, de l'Union africaine. Or, c'est vraiment tout ce que réussit aujourd'hui l'Union européenne, même si la France s'écarte un peu des rangs, met en avant une taxation de 3% sur les chiffres d'affaires. Ça, on ne le voit pas en Afrique. Or, des utilisateurs des GAFA américains en Afrique, ils sont nombreux, ce sont des millions. Et ils sont de plus en plus nombreux. Vous avez parlé des GAFA, mais Alibaba est installé en Afrique. Enfin, il n'y a pas que les GAFA. Chinois. Voilà. Oui. Moi, je rêve d'une Afrique unie. Quand vous prenez l'exemple de l'Union européenne, si elle était véritablement unie, parce qu'on ne peut pas dire que l'Union européenne existe fondamentalement, on a une Union européenne économique, on a la liberté de circulation. L'espace Schengen, non? Oui. Mais est-ce qu'il y a une véritable union des peuples européens? Non. Mais il y a des acquis quand même, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, il y a des acquis. Et ça, on n'en a pas en Afrique sur le plan du digital. Et c'est pour ça que je rêve que ce projet de Smart Africa qui a été mis en place fonctionne. Parce que l'Afrique est un continent qui intéresse tous les GAFAM, et tous les BATX, et j'en passe et des meilleurs, parce que nous allons avoir dans 15, 20 ans la plus forte démographie qui dépassera celle de la Chine et de l'Inde, parce que nous pouvons devenir un marché extraordinaire. Toutes les grandes entreprises s'intéressent à nous, y compris les GAFAM. Si nous ne pourrons être influents que si nous sommes unis. Le Sénégal tout seul n'y arrivera pas, la Côte d'Ivoire toute seule n'y arrivera pas, l'Afrique du Sud toute seule n'y arrivera pas, le Nigeria tout seul n'y arrivera pas. Mais si nous avons cette Afrique unie, nous deviendrons extrêmement forts et influents. L'Europe y est parvenue, avec des hauts et des bas, mais il y a une Europe économique aujourd'hui. Si nous arrivions à avoir une Afrique économique, nous pourrions avoir le même niveau de développement que l'Europe a eu. Maintenant, encore une fois, l'Afrique c'est l'Afrique, l'Europe c'est l'Europe. Il ne peut pas y avoir de copier-coller, il y a des spécificités continentales qu'on ne peut pas ignorer. Mais on peut s'inspirer des bonnes pratiques. Mais on peut s'inspirer des bonnes pratiques. Et vous avez raison, une union africaine serait extraordinaire. Et si nous avions une union technologique africaine, ce serait merveilleux. On parle d'ailleurs beaucoup de ce marché, excusez-moi, de cette intégration économique digitale, un marché africain digital. Oui, et nous en sommes au tout début. Vous pensez que ça peut venir, c'est prometteur? Bien sûr. Et vous savez, quand on veut, on peut. Quand on voit ce que le Rwanda a réussi à construire en 20 ans... Qui est devenu la star, hein, n'est-ce pas, pour ce qui est du digital sur le continent. Absolument. L'île Maurice, une toute petite île qui n'était connue que pour son tourisme, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises sont impressionnées de voir le développement technologique. Où en est le Cap-Vert d'ailleurs, comme vous venez de là-bas? Le Cap-Vert est totalement digitalisé. Moi, je suis extrêmement fière. L'Estonie de l'Afrique? L'Estonie de l'Afrique. Ah bon, exactement. Je sais que vous avez reçu, je crois que c'était la présidente estonienne. Oui. Vous seriez impressionné de voir combien le Cap-Vert aujourd'hui a pris le boom du développement technologique à tous les niveaux, que ce soit public et privé, que ce soit au niveau des startups. Moi, je vois tous les jours des startups capverdiennes qui grandissent et qui ne restent pas au Cap-Vert, qui explorent l'Europe. Il n'y a pas plus de 500 000 capverdiens sur l'archipel. Mais il y a une force dans l'attachement que nous avons pour notre petit archipel qui est juste incroyable. Moi, je vois même des jeunes capverdiens qui sont nés en dehors du Cap-Vert, parce qu'on est une terre d'immigration très importante, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Il y a une très très grosse diaspora capverdienne, d'ailleurs plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les Capverdiens sont profondément attachés à leurs 10 petits cailloux jetés dans l'océan.
Parce que je pense que ce qui fait notre force, c'est qu'on n'oublie jamais d'où on vient. Et nous contribuons à la hauteur de nos moyens au développement de notre archipel. Et beaucoup d'Africains font ça. Les Maliens font ça, les Sénégalais font ça. C'est ça aussi peut-être la force de l'Afrique. Et je pense que nos gouvernants, nos dirigeants devraient s'appuyer davantage sur sa diaspora pour son développement. Parce que très souvent, quand je rencontre la diaspora africaine en Europe, elle est triste de voir qu'elle n'est pas prise en considération pour contribuer au développement du continent, alors qu'il y a des talents, des compétences, des capacités extraordinaires qui ne demandent qu'à servir le continent. Donc, ma foi, allons-y. Oui, très rapidement, Elisabeth Moreno, je rappelle que vous êtes la directrice générale et la vice-présidente de HP Afrique. Un retour donc en Afrique après des dizaines d'années passées ailleurs. Rapidement, les questions de formation, d'emploi, c'est important. Vous nous dites que, et puis c'est vrai, c'est prouvé par des études sérieuses, que la population africaine explose, la jeunesse africaine explose en même temps que le mobile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelle politique d'emploi pour, disons, prévoir un peu cette perspective-là? La question de l'éducation et de la formation est fondamentale. Avec le digital au cœur, j'imagine. Vous parlez de l'Afrique, mais vous savez, il y a aujourd'hui aussi un besoin de formation et d'éducation à cause des nouvelles technologies ou grâce aux nouvelles technologies. Que ce soit en Europe ou en Afrique, la transformation ou le numérique, la transformation digitale est entrée au cœur de nos vies de manière exponentielle. Aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Afrique, on a besoin d'apprendre à utiliser ces outils. On a besoin de savoir comment ils vont nous rendre plus productifs, comment ils vont nous rendre plus efficaces. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le don d'ubiquité avec un outil technologique. Oui, oui. Vous êtes en Afrique et vous êtes en connexion avec les États-Unis. Vous êtes en Europe et vous êtes en connexion avec l'Asie. Ces outils ont une force extraordinaire, mais il faut savoir les utiliser. Tout à fait. Et que ce soit en Europe ou en Afrique, il faut apprendre à les utiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que HP est extrêmement investi dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons notre fondation HP Life qui, pour vous donner un exemple concret, a formé des hommes et des femmes, des start-upers ou des gens qui sont en reconversion professionnelle en Tunisie. On a créé plus de 1000 emplois comme ça, en donnant les moyens aux gens d'apprendre ce que c'est que devenir un entrepreneur. Parce que vous pouvez être un excellent garagiste, un excellent boulanger, mais ne pas savoir ce que c'est qu'un business plan, ne pas savoir ce que c'est qu'un PNL, ne pas savoir ce que c'est qu'un plan marketing, ne pas savoir comment utiliser le e-commerce pour développer vos activités. Or, aujourd'hui, avec le digital, vous pouvez faire tout ça. Et quelle offre de formation adaptée aux nouveaux métiers du digital, justement? Alors, nous ne sommes pas une entreprise de formation, mais nous savons ce que c'est que créer une entreprise et la rendre successful. Quand on a 80 ans d'existence, vous pouvez imaginer qu'on a un certain savoir-faire dans le domaine. En rappelant que vous avez démarré par une start-up familiale. Exactement. Une entreprise familiale. Alors, moi, j'ai effectivement démarré ma carrière en créant une entreprise dans le domaine du bâtiment, une entreprise qui a employé jusqu'à 30 personnes. On était dans la réhabilitation thermique et c'est là que j'ai tout appris parce que de la même manière que quand vous êtes start-upper, vous démarrez tout seul, vous devez savoir faire du marketing, vous devez faire contrôleur financier, vous devez être directeur commercial, vous faites tout. Et c'est ça la beauté d'apprendre à travailler en créant sa propre entreprise, c'est que vous découvrez tous les métiers. Et c'est quoi les perspectives aujourd'hui, Elisabeth Moreno, dans l'arène politique insulaire? Non, je m'amuse beaucoup trop dans ce que je fais aujourd'hui pour envisager l'arène politique. Il y a tellement de choses à faire sur le continent. Pourquoi pas le choix également de la politique qui permet de changer radicalement son pays? Mais je peux aussi contribuer. Pourquoi ne changer que mon pays si je peux contribuer à changer tout un continent? Tout à fait. Je suis africaine. À l'échelle africaine, effectivement, avec HP. Mais il y a, vous savez, les technologies sont en train de changer le monde. Prenez l'impression 3D. Hier, il vous fallait des mois pour faire venir une pièce,
de l'étranger pour réparer votre voiture. Demain, vous pouvez la fabriquer en 2 heures. Vous imaginez le nombre d'emplois que ça sous-entend? Vous allez devenir quoi dans 20 ans? J'en sais rien, parce que je n'ai pas de boule Mais de cristal. vous avez des projections comme les autres. Je vous assure, je n'en sais rien. Vous savez, Mais vous avez des plans, vous avez des projets. je veux réussir en Afrique. Je suis revenue en Afrique et je veux réussir en Afrique. Moi, je suis beaucoup dans le partage, je suis beaucoup dans l'échange. J'adore le business. J'ai grandi dans le business. Et la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que non seulement vous prenez votre destin en main, mais vous prenez le destin d'autres gens en main aussi. Parce que toutes les personnes qui travaillent avec vous, qui vous accompagnent dans votre aventure entrepreneuriale, comptent sur le succès de l'entreprise pour grandir personnellement, mais aussi pour nourrir leur famille. Quel plus beau projet je peux avoir que celui-là? Merci beaucoup, Elisabeth Moreno. Merci à vous. Elisabeth Moreno, directrice générale et vice-présidente de HP Afrique, passée également par l'Enevo, passée par France Télécom. Aujourd'hui, on parle de Orange, bien sûr. Le monde a tellement évolué. Entre-temps, après Dakar, c'est quoi la prochaine destination? Ma prochaine destination, c'est l'Afrique du Sud. Oui, et après l'Afrique du Sud, vous ne savez pas? Après l'Afrique du Sud, c'est la Côte d'Ivoire. Merci. Bon voyage, bon au pluriel, voyage également au pluriel avec un S parce qu'il y a vraiment beaucoup de voyages qui se dessinent en perspective. Merci infiniment, Elisabeth Moreno, de nous avoir rendu visite. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine.